Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Je voudrais, avant de prendre mes sujets, vous faire une parenthèse importante. J'étais hier soir au cinéma, j'ai été prévenu par des amis agriculteurs, j'étais au cinéma à Angers en avant-première. Je vous conseille tous, quelles que soient vos opinions syndicales ou politiques, d'aller voir le film, superbe le film, Algues vertes d'Agnès Léraud. Bravo à elle, le courage qu'elle a eu, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, à tort ou à raison. Elle a eu le courage de lever le masque sur ce que je dis dans mes vidéos, que les agriculteurs sont esclaves de l'agroalimentaire et de la FNSEA. Ce film est sans appel. Ce n'est pas un film qui est contre les agriculteurs et qui prône une écologie idéaliste ou une écologie de rêve. Pas du tout. Ça permet de pointer du doigt comment s'est passée l'évolution du monde agricole et la cogestion est bien mise en avant entre les politiques, le syndicat qui est l'agroalimentaire puisque c'est les mêmes personnes et ça permet d'ouvrir le débat. Et si demain on veut que les paysans puissent vivre de leur métier, parce que les paysans, je pense notamment aux éleveurs, ne vivent pas de leur métier, il y a des solutions, il faut se revisiter, il faut aller sur un autre modèle agricole, hein, et là on peut sortir la tête haute et non pas tenir les débats que vous verrez dans ce film, tenus par le représentant de la FNSEA qui dit nous demain en gros, si on baisse notre production, ça sera pris par les autres. Ça, c'est du foutage de gueule. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est quand on a un métier, et c'est un métier, un vrai métier, le métier d'agriculteur, on doit en vivre. Et on ne doit pas être prisonnier du syndicat et de l'agroalimentaire. Donc bravo à Agnès Léraud. C'était une parenthèse que je veux faire. Je continue mes sujets. Alors, je vais parler de 3 sujets, mais en fait 2, parce que les 2 premiers sont liés. Ils sont même les 3 liés. C'est l'installation des jeunes. Vous verrez, je vous mets certains liens. Vous verrez qu'ils redoublent de vigilance pour installer des jeunes. Vous allez voir beaucoup d'articles, vous allez voir les fêtes des jeunes agriculteurs, vous allez voir tout ça. Ils vont s'exciter. Ils vont s'exciter. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence. Recherche petits soldats, comme les parents, les agriculteurs qui savent analyser les comptabilités et qui ont fait le ratio économique entre les capitaux engagés et le résultat net qu'on peut en sortir avec les temps de présence, je parle notamment de l'élevage, principalement de l'élevage, ou le maraîchage, tout ce qui est quand même des métiers assez difficiles. Souvent les enfants, quand ils ont pris le temps de réfléchir, ils vont pas refaire la connerie qu'ont fait les parents. Ils les ont vus galérer toute leur vie avec des petits salaires, 75%, je maintiens, je persiste et je signe, 75% des paysans gagnent moins du SMIC. J'attends toujours, et là c'est le sujet de ma vidéo, j'attends toujours le président de la FNSEA ou la responsable d'un autre syndicat, coordination rurale ou autre personne, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. J'ai toujours mes 2 journalistes qui me relancent régulièrement. Je cherche un éleveur, un couple d'éleveurs qui s'est prélevé le SMIC brut de moyenne sur sa carrière et qui n'avait pas de dette, évidemment, qui était en paiement 30 jours fin de mois. Vous n'allez pas en trouver parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà. C'est simplement pour ça que je lance l'appel. C'est pour montrer le décalage qu'il y a entre la communication qui est faite par tous les menteurs que vous voyez dans les grands médias et la réalité du terrain. En mouton, en lapin, en vache laitière, en vache allaitante, en volaille, ce que vous voulez. Si quelqu'un en a, vous m'appelez qu'avec du revenu agricole. philippe.grégoire22@gmail.com. Il y en a qui m'ont envoyé des mails déjà. Sauf que c'était pas que des revenus agricoles, il y avait des salaires extérieurs. Donc j'ai bien précisé, sans salaire extérieur. Sinon, ça ne veut rien dire. Donc je démarre tout de suite. Eh bien oui, la pub pour les jeunes, c'est tous les 2 jours ou tous les 3 jours qu'on envoie sur les réseaux ou dans la presse. J'en ai une, moi, à côté de chez moi, en Maine-et-Loire.
Là, il y en a une autre qui a été relayée sur la page des producteurs de lait. Je l'ai dans la main, là. Portrait d'une jeune femme. Hein. Pour moi, c'est une évidence de faire ma vie ici à 24 ans. Amandine Lacombe est l'avenir de l'élevage en Lot-et-Garonne. Donc, j'ai répondu à cette chère jeune femme que c'était bien. Moi, elle a la passion du métier. La passion, c'est bien. En vivre, c'est mieux. Et ça, c'est uniquement de la communication pour attirer des petits soldats. Donc j'embraye, parce que le reste est lié. Je vais parler, et je vais vous le mettre en lien, dans mon département, le Maine-et-Loire, mon voisin, parce que c'est un voisin, qui est président de Terrena, monsieur Olivier Chailloux. Là encore, le but du jeu, c'est d'aller à la chasse aux petits soldats, surtout pas les éclairer sur les données économiques, mais surtout aller à la pêche des petits soldats. Et le troisième, dont je vais vous parler après, c'est la même chose. Le président de Terrena, les agriculteurs doivent assumer d'être chef d'entreprise. Alors déjà, monsieur Chailloux, pour être chef d'entreprise, à ma connaissance, ça tombe bien, parce qu'il se trouve qu'on se connaît, on n'est pas très loin, je connais bien votre père, mon père était ami avec votre père, c'est très très bien. Déjà, pour être chef d'entreprise, monsieur, premièrement, il faut faire un business model pour voir quels sont les leviers et les interactions possibles liées à l'entreprise qu'on va créer. Déjà, premier point, monsieur, lorsqu'on vend des produits, du lait, des canards, des lapins, des cochons, c'est la coopérative, l'industrie agroalimentaire qui fixe le prix. L'agriculteur n'a pas son carnet de facture. Premier point déjà. Remettons l'église au milieu du village. N'essayons pas de faire croire qu'on est des chefs d'entreprise. On est des chefs d'entreprise lorsqu'on a le carnet de facture. Mais pas dans ces conditions-là. Là, on est des petits soldats esclaves de la coopération agricole ou de l'agroalimentaire privé. La coopérative agricole Terrena tient son assemblée générale à Angers, donc à côté de chez moi. Son président, Olivier Chailloux, y annoncera un plan d'aide à l'installation, à la transmission et au développement des exploitations. Il détaille ses mesures en avant-première. Je vais être très bref. La coopérative Terrena tient son assemblée générale, donc à Angers. Voilà, il annoncera un plan d'aide à l'installation, transmission, développement. Il détaille ses mesures en avant-première. Alors, pourquoi vous êtes-vous emparé de ce sujet à l'installation des jeunes agriculteurs et de la transmission des exploitations? On a un journaliste. Réponse du président de Terrena, qui n'est quand même pas une petite coopérative, qui, je vous le rappelle, est rattachée à la coopération agricole, qui travaille en lien avec le groupe Avril et toutes les plateformes dont je vous ai parlé. D'accord? Parce que tout ça, c'est la même famille. Lui, il oublie de le préciser, mais moi, je vais vous le préciser. En septembre 2022, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps, car on sentait que quelque chose se passait. Ah, il s'aperçoit que quelque chose se passe. Alors, il aurait été bien qu'il communique le montant de dette fournisseur qu'il y a chez les associés coopérateurs Terrena, en millions d'euros, comme c'est dans les autres coopératives. Ça aurait pu éclairer les jeunes agriculteurs et les futurs installés. D'abord, la démographie agricole continue de vieillir. Ce n'est pas une nouveauté, ça. Ce n'est pas nouveau. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants dans les écoles agricoles. Alors attention les gars, attention, parce qu'ils vont dans les écoles agricoles. Moi, je ne suis pas le bienvenu, j'y vais moi aussi, mais je ne suis pas le bienvenu, parce que moi, je donne les chiffres réels. Eux, ils vendent le Père Noël. Et comme vous le savez, le Père Noël, à part jusqu'à l'âge de 5 ans ou 4 ans, j'ai dû y croire jusqu'à 4 ans, moi, mais à partir de 5 ans, j'ai ouvert les yeux. Alors, vous voyez déjà la différence entre un petit soldat, un JA et le Père Noël, hein, ou un petit chat. Vous savez, les petits chats, quand ils viennent au monde, au départ, ils ont les yeux fermés. Ils restent fermés, les petits chats, quand ils viennent au monde. La différence entre ces gens-là qui manipulent, c'est qu'ils ont les yeux fermés toute leur vie. Nous, on les ouvre au bout de quelques jours. Après des années de baisse, ensuite, on constate un éclatement des modèles d'exploitation agricole, avec d'un côté des micro-exploitations, notamment des fermes de 2 hectares en périphérie des villes. Alors ça ne les arrange pas. Ceux-là, ils ne font pas travailler la coopération. Et à l'opposé, des firmes avec des grandes exploitations et des capitaux extérieurs.
Ça les arrange pas non plus parce qu'ils n'ont pas la main dessus. Et qui fonctionnent uniquement avec du salariat. Entre les deux, le modèle intermédiaire familial tend à diminuer. Alors il prétend qu'il défend l'exploitation familiale. Alors déjà, première contradiction, monsieur Olivier Chailloux. Vous revendiquez l'exploitation familiale. Vous revendiquez, vous ne le marquez pas, mais de maintenir les paysans, je pense que vous souhaitez que les paysans aient un revenu, c'est complètement contradictoire avec les trajectoires que vous avez fait à travers Terrena, la coopération agricole, ex-COP de France, où vous êtes en permanence à vous regrouper, à vous restructurer avec des sociétés partout dans tous les sens pour être de plus en plus gros. Et vous avez le feu vert de la Haute Autorité de la Concurrence à chaque fois que vous faites des regroupements, ce qui va être le cas avec la reprise des parts sociales de l'Irlandais, le programme que vous aviez fait en commun avec la société irlandaise. Vous avez le feu vert de la Haute Autorité de la Concurrence. Et dans le même temps, les bras du syndicat, qui sont les mêmes personnes que Terrena, sur le terrain, vous avez géré depuis l'après-guerre des CDOA, des commissions départementales des structures, pour empêcher les gens de s'agrandir et essayer de faire un mitage sur le terrain pour avoir le plus de soldats possible à vos bottes. Donc là, il y a contradiction. D'un côté, vous empêchez les exploitations de s'agrandir, mais vous, en termes de coopération agricole, vous voulez une grosse entité au niveau européen, via le COPA-COGECA, avec Madame Lambert. Donc il y a deux poids, deux mesures. Vous êtes en plein dans l'économie de marché libérale, où en permanence, vous êtes dans la stratégie des libéraux, où vous souhaitez, comme aux États-Unis, qu'il n'y ait plus que 2 constructeurs de voitures, vous souhaitez avoir une grande coopérative européenne, c'est le sens de la coopération agricole, c'est le sens d'Invivo, avec toutes ces plateformes, et du groupe Avril. Et d'un autre côté, les agriculteurs, sur le terrain, quand quelqu'un demande 3 hectares, c'est vous qui faites le gendarme. Donc, il y a incohérence là quand même. Vous avez le droit de vous agrandir, mais les paysans, ils n'ont pas le droit de se regrouper. Petite incohérence que je souligne. Alors donc, l'exploitation familiale tend à diminuer, avec notamment un recul de l'élevage. Un recul de l'élevage. Qu'avez-vous fait, Terrena, la coopération agricole, pour changer la PAC? Vous êtes-vous opposé à la convergence des aides? Lorsqu'il y avait une proposition, notamment Stéphane Le Foll, d'aller vers une convergence totale des aides, afin de ramener des aides plus à l'élevage, est-ce que Terrena s'est mouillé dans le débat aux côtés de la coopération agricole? Ben oui. La coopération agricole, main dans la main, puisque c'est la belle-sœur de la FNSEA, a bloqué la convergence des aides et a gardé les privilèges à ceux qui avaient le plus d'aides. Donc vous l'avez organisé, l'assassinat de l'élevage. Je continue. On est vraiment à un moment de rupture. La diminution de la production s'accélère dans les filières animales. Il n'y a que ça qui vous intéresse. C'est de faire tourner les boutiques, ça on l'a bien compris. Notamment en viande bovine. Les exploitations se végétalisent, alors même que la consommation de viande reste stable en France. Donc, obligatoirement, les importations vont augmenter. Et je ne pense pas que ça soit le modèle qu'on recherche chez Terrena. On pense que la baisse de production n'est pas une fatalité. Alors, comment comptez-vous enrayer cela dans un contexte actuel? On doit se réinventer de manière à accompagner les agriculteurs, donner des odes pour les jeunes. Alors, vous ne parlez pas de prix, monsieur. Parce que les prix, ce qui fait l'installation des jeunes, voyez-vous, c'est le portefeuille. Vous avez parlé qu'on était chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, déjà, il faut commencer par différencier le bénéfice agricole, qui sert de montant d'imposition pour les impôts et la MSA, et le salaire. Et nous, c'est de salaire qu'on veut parler. C'est pas de bénéfice agricole. Parce que vous, dans les collèges et les lycées, comme la FNSEA et la Chambre d'agriculture, comme M. Arnaud Rousseau ou Mme Lambert, vous communiquez sur le bénéfice agricole. Et c'est là que vous trompez les jeunes. Ou vous parlez en EBE. Mais ça, c'est pas le salaire. Ce qu'il faut sortir dans vos AG Terrena, j'y étais l'année dernière, cette année, j'ai pas pu y aller, mais l'année dernière, j'y étais présent à votre AG.
J'ai jamais entendu parler de prix et de revenus. Quand vous faites une assemblée générale dans votre salle, chacun doit venir avec son revenu. Moi, je viens avec le mien. Et on va voir si dans la salle, 75% des paysans sont à moins du SMIC, parce que c'est ça, le traitement des éleveurs. Et s'il y en a qui sont au-dessus du SMIC, ils vont nous dire comment ils font. Hors mandat, bien sûr. Hein. Je parle des revenus de l'agriculture, uniquement des revenus de la ferme. Voilà. Et donc là, c'est de la tromperie. Alors, quand vous dites, c'est malheureux, il faut trouver des petits soldats parce qu'on va importer, je vous rappelle quand même, monsieur, que le président de la coopération agricole, qui était présent il y a quelques années au Space à Rennes avec Bruno Le Maire, et j'étais moi-même présent, Bruno Le Maire a remonté les bretelles au président de la coopération agricole, COP de France de l'époque, Dominique Chargé, que vous connaissez bien, puisqu'il est à Terena. Qui c'est qui bloquait les exports d'animaux vivants vers la Turquie en viande bovine? Le groupe Terena et Bigard. Bruno Le Maire l'a dit dans la salle où il y avait la salle de réunion, là-bas, au Space à Rennes. J'étais présent. J'étais assis au 3e rang, moi. Donc c'est vous qui bloquiez l'export d'animaux vivants, qui faisait monter les prix. On ne faisait pas fortune. Qui faisait monter les prix légèrement aux éleveurs de viande bovine en France. C'était vous, avec Bigard. Pourquoi? Parce que vous avez les outils d'abattage. Et le but du jeu, c'est de serrer le cou des paysans. Ça, vous voyez, vous ne l'avez pas dit. Et puis, puisqu'on se connaît, je suis du même département, il faut aller dans le concret, si vous voulez. Il faut être concret dans la vie. Vous étiez à la cavale avant. Terena, c'est la fusion de la canaille de la cavale. Quand votre père était à la cavale, c'était un professionnel du jeune bovin, la production du taurillon, un professionnel. Vous êtes des grands professionnels agricoles. Pouvez-vous me sortir les revenus que vous avez tirés, vous ou ton père, en jeune bovin, puisqu'il en a fait beaucoup, et beaucoup plus longtemps que moi, ou que mes voisins. On a tous arrêté les uns après les autres. Pouvez-vous me sortir la marge nette du jeune bovin? Ça, c'est un éclairage pour les jeunes. Vous avez du recul, vous avez de l'expérience, vous avez une belle exploitation. Sortez vos chiffres. Donnez l'argent que vous avez gagné en jeune bovin dans votre exploitation. La marge nette que vous avez gagnée en jeune bovin. Pas par vos mandats syndicaux. Ça, c'est à part. C'est un engagement. Vous êtes rémunéré par les mandats. C'est normal. Les mandats rémunèrent ceux qui sont élus. Mais ça, c'est à part. Moi, je demande les marges que vous avez faites sur vos ateliers bovins. C'est ça le sens de ma démarche. C'est ça le sens de ma démarche quand je demande des comptes à Arnaud Rousseau, que je vais lui en demander demain, ou que j'en ai demandé lorsqu'on a manifesté chez Madame Lambert. C'est ça qui nous intéresse. C'est de demander la réalité du terrain. Parce que là, pourquoi je demande des comptes? Vous êtes financé. Vous avez de l'argent public. Monsieur Olivier Chailloux, comme Philippe Grégoire, sur son exploitation, il est financé par les impôts des Français. Et quand vous parlez de réinstaller des jeunes, est-ce que vous avez précisé qu'aux jeunes aujourd'hui, qui vont s'installer, que seuls 10%, et encore, j'ai arrondi à 10, mais c'est moins que ça, seuls 10% des agriculteurs sont capables de vivre sans subvention. Je dis bien moins de 10%. C'est principalement des viticulteurs, d'ailleurs. Moins de 10%. Pourquoi? J'enlève toutes les subventions, y compris la PAC, y compris l'aide de la sécurité sociale et tout. J'enlève toutes les aides qui vont à l'agriculture. Il n'y a pas 10% des agriculteurs qui sont capables de vivre de leur métier. Alors, osez aller à la pêche aux petits soldats pour installer des jeunes et piéger des jeunes. Moi, j'informe les jeunes. Aujourd'hui, si vous voulez vous installer, partez sur des petites exploitations, peu d'investissement. Essayez d'avoir votre carnet de factures. Valorisez vous-même. Prenez exemple sur des... On a un exemple en France, c'est le comté. Les producteurs de lait qui travaillent avec le comté. Là, d'accord. On peut faire une moyenne sur 25-30 ans des revenus des gens qui font du comté. Ils n'ont pas besoin d'avoir 100 vaches laitières avec 2 robots, ces gens-là. Là, d'accord. Mais les modèles que vous proposez à Terena, où vous avez investi dans les filières, notamment volailles, avec un abattoir, et que vous allez sur le terrain chercher des jeunes pour les piéger, que ce soit en volaille, en lapin, toutes les productions, il n'y a pas de revenus.
Voilà la réalité. Pourquoi les gens se barrent des exploitations? Parce que vous parlez d'installer des jeunes. Mais avant d'installer des jeunes, il faut maintenir ceux qui sont en place déjà. Parce que si ceux qui sont en place, ils quittent le bateau, c'est qu'il y a une raison. S'ils quittent le bateau, c'est que le bateau, il est percé. C'est pas qu'ils sont bien dans le bateau. D'accord? Donc ça, faut dire la vérité. Alors, idem pour de la pub en permanence. Nicolas Chaban, c'est qui le patron? De la com à grande échelle, sachant que j'ai les documents de comment ils valorisaient les choses. Les gars m'ont envoyé les mails. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de surprenant. À part quelques gars qui vont arroser pour la com, c'est 4 à 5 000 euros par an. Voilà ce que c'est. C'est une petite partie du litrage qui va rémunérer un peu mieux le producteur. C'est bon à prendre. Hein. 4-5 000 euros, personne crache dessus. Mais le coût de production, il n'est pas là, les gars. On n'est pas dans la réalité. C'est à Nicolas Chaban que ça rapporte. C'est pas au producteur. Hein. Il ne manque pas 4-5 000 euros par exploitation. Il a dit sur une antenne qu'il manquait 8 centimes du litre par rapport à 42. L'année dernière, il était à 42 le lait en conventionnel, à 38,32. Donc pour lui, il manque 8 centimes. Mais on voit bien qu'il n'a jamais fait la traite des vaches. Hein, parce que lui, il ne va pas s'installer à 50 centimes. Certainement pas. Ni lui, ni ses enfants. Donc attention à tous ces vendeurs de poudre de perlimpinpin qui sont là pour exploiter les paysans. Le coût de production, il est bien loin de ça, monsieur. Hein, nous, on a fait l'appli. Tout le monde connaît l'appli. Tout le monde reconnaît que ça a été un beau mouvement. Hein, et c'est le modèle canadien qui est le meilleur. C'est pas les poudres de perlimpinpin avec c'est qui le patron. Alors, dans sa vidéo, je terminerai par là, il dit que c'est qui le patron pour la partie bio, va se retrouver dans les magasins Franprix. Alors, comme par hasard, Franprix, c'est une filiale du groupe Casino. Dans cette branche Franprix, 1000 magasins en France, le directeur général qui a été nommé, c'est Vincent Doumergue. Donc Franprix, filiale de Casino, vous vous rappelez, je vous ai parlé il y a quelques semaines que InVivo, donc le cousin germain de la bande à Nicolas Chaban ou Olivier Chailloux de Terrena, parce que tout ça c'est en lien avec la coopération agricole InVivo, la FNSEA, puisque le président d'InVivo, c'est un président de la FNSEA, évidemment, quand je vous ai dit que c'était une grande famille. Donc vous voyez, c'était intéressant pour InVivo d'essayer de reprendre Casino, l'affaire n'est pas finie, ils sont toujours sur les rangs. Hein, et c'est également intéressant pour M. Chaban, pour vendre du mensonge sur le coût de production du lait. C'est pas 400 000 euros, M. Chaban, qui va ramener du prix, qui va sauver les exploitations. C'est toujours bon à prendre, hein, mais c'est pas 4 000 euros qui manquent par exploitation. Vous pouvez mettre quelques zéros au bout, voyez-vous, la réalité. Et après, c'est très pratique pour avoir accès dans les médias, puisque InVivo et tous ces gens-là ont des bras avec M. Xavier Niel, Mathieu Pilgas et Alexandre Zouari. Donc quand vous savez qui sont ces gens-là, au niveau des médias, il est évident que ça aide pour passer à l'antenne. Donc conclusion de tout ça, pour bien comprendre pourquoi je fais ce genre de vidéo. Si vous voulez l'enjeu, on cherche à détourner le débat. On cherche à vous dresser des épouvantails des écologistes, le loup, la sécheresse. Là, bientôt, on va vous parler de la sécheresse, du problème de l'eau, tout ça. Ça sert... Alors, il y a des problèmes, hein, je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Hein. La sécheresse, elle existe, ça, je ne l'ai pas dit. Mais c'est surtout le but du jeu de vous sortir de la tête que l'important pour les paysans, c'est le coût de production et la gestion des volumes, et c'est le prix des parts fermes qui est déterminé par ces gens-là. Olivier Chailloux, Nicolas Chaban, à travers le président des LSDH, tout ça. Ces gens-là font pression et serrent la corde sur les producteurs, alors que ça soit de lait, de lapin ou de cochon, hein, pour toutes les filières. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez très bien le comprendre. Pour une raison simple, c'est que dans le modèle capitaliste mondialisé, il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Et pour lutter, toutes ces multinationales, pas qu'en France, c'est mondial ce que je vous dis, toutes ces baisses tendancielles du taux de profit, pour qu'ils gardent leur profit, il n'y a que deux grands axes. Le premier, c'est augmenter les prix par pays pour garder les marges. Et la deuxième, c'est la théorie de David Ricardo, c'est de mettre les gens en compétition, c'est de retrouver des petits soldats qui vont travailler à pas cher, idem pour les salariés, idem pour le monde du salariat dans les grands groupes.
dans les usines industrielles, ça s'appelle la mutualisation des prix et des salaires. Ce que fait Terena, ce que fait Nicolas Chaban, ce que fait le PDG de l'SDH, ce que fait Lactalis, ce que fait Agrial, ce que fait la Coperle, ce que fait Bigard. C'est quoi la mutualisation des prix et des salaires? C'est de dire, j'ai trouvé de la viande en Inde, elle est moins chère. C'est Terena qui a des filiales ou qui a des outils de semences hors de France. D'accord? C'est ça. C'est de mettre en compétition les paysans. C'est de dire à un paysan qui est dans le Maine-et-Loire, t'as pas de bons résultats. On a des gars en Bretagne, ils gagnent mieux leur vie que toi. Oui, c'est normal, le climat n'est pas le même. D'accord? C'est ça le but du jeu. C'est de nous mettre en compétition. Retenez bien ça, les gars. La baisse tendancielle du taux de profit dans le modèle capitaliste. Ils luttent en permanence contre ça pour garder leur marge via les grands groupes, via les actionnaires, via InVivo, avec la Banque publique d'investissement, accompagnée par l'État. Accompagnée par l'État. Puisqu'Emmanuel Macron est un ami d'Arnaud Rousseau. C'était un ami de Xavier Belin. Ils se sont côtoyés via les réseaux bancaires, bien avant d'être élu président de la République. Donc l'enjeu, il est là, si vous voulez. Si vous voulez qu'il revienne une marge sur les paysans, soit il y a un coût de production comme au Canada, c'est encadré par pays, et on ne rentre plus dans le libre-échange avec les traités de libre-échange, on fait ce qu'on appelle de la coopération. Ça ne veut pas dire des frontières, ça. Ça veut dire de la coopération entre les États. Alors que là, eux, ils organisent, Terena comme LSDH et les autres, ils organisent la mutualisation des prix et des salaires. C'est-à-dire qu'ils mettent les paysans en concurrence entre eux. Pas eux, parce qu'eux, ils gardent leur salaire. Vous remarquerez que eux, leurs indemnités et leurs salaires, ils ne sont pas liés au marché mondial. Parce que moi, j'ai été voir, on les connaît, les salaires des cadres. Hein. Il suffit d'aller sur Internet. Hein, où la directrice des ressources humaines de Terena, j'ai regardé, elle n'a pas le salaire du Burundi. Hein. Non, non, elle est payée comme les cadres des grandes entreprises en France. Donc elle est rémunérée sur le produit intérieur brut territorialisé. Et nous, ils nous embarquent dans la mutualisation des prix et des salaires sur un revenu paysan mondialisé. Ça veut dire que comme il y en a des encore plus pauvres que nous, il faut qu'on descende. D'accord? Il faut qu'on s'endette, qu'on produise beaucoup et qu'on gagne moins. D'où l'explication que vos parents ou vos grands-parents vivaient avec 5 vaches ou 10 vaches, et maintenant les gars, vous allez en avoir 150 pour avoir un ratio économique que c'est pas sûr qu'il soit aussi intéressant qu'étaient vos grands-parents. En euros constants, c'est pas sûr qu'on gagne, et c'est même probable qu'on gagne moins que nos grands-parents. Toutes choses égales par ailleurs, la qualité de vie, les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes. On est bien d'accord. Les conditions de travail sont bien meilleures aujourd'hui qu'elles étaient par le passé. Ça, c'est indéniable grâce aux machines, grâce au pétrole, d'ailleurs. Hein? Mais les salaires, regardez les gains de productivité. Si on fait une cote mal taillée, c'est 30%. On a augmenté, on a multiplié notre productivité par 30. Par 30. Bon. Par rapport aux générations avant nous. Donc voilà le tableau. Retenez bien ça. L'enjeu, c'est de retrouver des jeunes, mais à aucun moment, il est question de les rémunérer. Et puis alors, aussi un scandale par rapport à ce que dit Olivier Chailloux, ou tous ces gens-là, c'est tous ceux qui arrivent à la retraite, là, tous ceux qui vont céder leur exploitation. Comme il n'y a pas de rentabilité, les exploitations, il faut les donner. Vous le savez aussi bien que moi. Il n'y a pas de repreneurs. Les gars, ils vont fermer les sites d'exploitation, les bâtiments vont rester vides. Ils vont rester vides, pourquoi? Parce que la valeur ajoutée, elle est captée. Des parts fermes, par Terena, par Lactalis, par la Coperle. Là, c'est là qu'il faut aller, les gars, sur le terrain. Il ne faut pas aller voir dans les magasins. Le magasin, il fait sa marge. Tout le monde a fait sa marge. Nous, ce qui nous concerne, c'est le prix des parts fermes. Je vous dis merci, à méditer et à bientôt.